Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Nous allons réaliser ce tutoriel toujours sur la version 5.6 d'Unreal Engine. Et du coup, aujourd'hui au programme, un tutoriel que vous attendez tous depuis un certain temps et que vous n'arrêtez pas de me réclamer, la création d'un système d'inventaire. Voilà, donc on va réaliser ça ensemble. J'espère que ça vous fait plaisir. Donc on va le faire en plusieurs vidéos parce que un système d'inventaire c'est long. Donc je vous ferai une playlist par rapport à ça. Aujourd'hui, on va faire un premier morceau et cette série, cette mini-série, on va dire, ça va être la fabrication d'un système d'inventaire de base, mais fonctionnel, pas juste une variable dans laquelle on stocke des trucs. C'est vraiment un inventaire fonctionnel, mais c'est vraiment la version basique. Voilà. Dans cette première vidéo, on va s'occuper de tout ce qui est squelette et interface utilisateur que vous avez vu juste avant. Et du coup, bah, je vous dis à tout de suite. On démarre. Ok, alors on est parti. Alors, la première chose qu'on va faire déjà, c'est qu'on va aller on va aller créer un input, comme ça ce sera fait. Donc je vous rappelle, vous allez dans le dossier input, action, on va prendre le IA interact qu'on avait fait la dernière fois, vous faites CTRL D, et celui-ci vous allez l'appeler IA underscore inventory. Voilà, save all. Pas besoin de le reparamétrer puisque du coup il est comme l'autre, c'est exactement ce qu'il nous faut. Vous revenez en arrière, vous ouvrez votre IMC default. Là, on fait un add et on ajoute notre IA inventory. Mais maintenant, vous avez l'habitude. Ici, je vais affecter la touche I et je vais tout de suite créer un autre input. Ça, c'est très chiant. Que je vais faire sur ma manette. Euh, pour l'inventaire, je vais mettre le bousin en haut à droite là. Encore une fois, vous mettez les touches que vous voulez, hein. Moi, ça c'est les miennes parce que c'est celles que j'apprécie, mais à vous de voir. Donc si vous vous demandez, là sur la PlayStation 5, j'ai utilisé je sais plus comment il s'appelle ce truc, c'est option je crois, en haut à droite, le petit bouton là. Voilà. Et bien si vous êtes prêts, on passe à la suite. Ok. Alors, déjà, il va nous falloir créer quelques petits dossiers supplémentaires par rapport à ce qu'on a ici. Donc vous allez faire un clic droit, New Folder, et on va l'appeler Assets. À l'intérieur de ce dossier, alors attendez, déjà je vais lui donner une couleur pour qu'on le retrouve. Voilà, tu seras bleu, bleu, bleu. Voilà. Et là-dedans, je vais créer un sous-dossier qu'on va appeler Food. Props, déjà. Pour l'instant, il n'y a que lui, donc on s'en fout. Et ici, Food. Pour les besoins de la vidéo, je vous ai créé ces petits trucs-là. On va faire pour l'instant avec 2 items. Vous pourrez en rajouter bien entendu autant que vous voulez. Alors justement, dans le dossier Food, pour l'instant, on ne va rien mettre. Ça servira plus tard. Content, on revient ici. On va créer un dossier. Attendez, je regarde sur mon autre projet. On va créer un dossier qu'on va appeler texture. On va lui mettre une couleur aussi. Généralement, celui-là, moi, je le mets jaune. Ok. Théoriquement, on pourrait avoir besoin d'un dossier materials, mais je pense pas qu'on en ait besoin ici. Mais qu'est-ce que j'ai foutu là-dedans, moi? Ah ouais. Ah oui, mais il est là-dedans. Il est là. Ok, donc on s'en fout. Dans le custom content, clic droit, new folder, et celui-là va être hyper important puisque c'est notre inventory system. Voilà. On va mettre un peu de couleur ici. Toi, tu seras rouge. Toi, tu seras bleu. Toi, tu es plutôt utilitaire, tu seras jaune. Et toi, tu seras un truc genre vert bleu comme ça. Un vert d'eau. Voilà, vert, vert. Ça ira très bien. Donc,
On va aller dans notre Inventory System. Et si vous êtes prêts, on attaque la création de la souche de notre système. Ok, alors ici on va avoir besoin de deux dossiers. Un premier qu'on va appeler Datas, qui va contenir toutes les infos de notre système d'inventaire. On va lui mettre une color verte. Un new folder qu'on va appeler UI, qui lui servira, comme son nom l'indique, à contenir l'UI. Ouais, rouge, ça ira bien. On va commencer par les datas. Ici, on va créer deux sous-dossiers à nouveau. Le premier qu'on va appeler Item Icons et un autre qu'on va appeler Item Data Assets. Parce que oui, encore une fois, on va se baser sur des data assets. Et justement, vous allez faire un clic droit, Blueprint Class, déplier All Class, et ici vous allez taper Primary Data Asset, celui-là. Sélectionnez. On va l'appeler PDA pour Primary Data Asset, Inventory, Item. Et vous l'ouvrez. Alors, à quoi il sert? C'est simple, lui, son job, c'est de définir quelles sont les caractéristiques d'un objet qui peut aller dans notre inventaire. Donc pour ça, on va ajouter plusieurs variables dedans. La première, ça va être son item ID, qu'on va mettre de type name. Alors celui-là, il n'est pas très important, mais je vous conseille de le mettre quand même au cas où on en ait besoin plus tard. Mais pour l'instant, on ne va pas s'en servir. Ensuite, on va mettre son item name. Non pas en name, cette fois-ci, mais en texte. Ça, c'est le nom qui sera affiché. Ensuite, on va faire une item description. Advanced, multiline, important. Ensuite, on va ajouter une item icon. Ici, ça va être une texture 2D, celle-là, object reference. Un booléen is stackable, booléen. Celui-là, comme son nom l'indique, c'est pour vérifier si l'objet peut être stacké ou pas. Et une dernière variable qui va être le max stack size de type integer. Compiler ou sauvegarder. Donc ça, c'est la taille maximale qu'un stack peut avoir quand c'est stackable. Et dans le doute, par défaut, on va mettre 1, puisque même s'il est non stackable, on peut en mettre au moins 1. Voilà, c'est tout pour le PDA Inventory Item. Maintenant, on revient ici. On va aller dans Item Data Asset. Alors, on va peut-être faire une première chose. Avant, on va revenir là, dans les Item Icons. On va faire un New Folder qu'on va appeler Food. Et dedans, on va y mettre nos deux icônes que je vous donnerai bien sûr en lien de téléchargement. Juste une petite chose à faire avant, vous en ouvrez un ici dans les texture group, vous passez en UI et en compression setting, vous passez en user interface 2D. Très important. Et pareil pour le second. UI, user interface 2D. Enregistrer et on ferme. Voilà. On revient dans les datas. Item Data Assets. Clic droit. Miscellaneous Data Assets. Et là dans la liste, vous pouvez taper directement PDA Inventory Item. Select.
Donc là, on va créer donc le PDA Inventory Item, c'est pour définir la structure d'un item. Et là, le data asset qu'on est en train de créer là, c'est la configuration d'un item en particulier. Pour que vous compreniez mieux, comment je les ai appelés moi? Ok. On va appeler celui-ci DA pour Data Asset Banana. Et on va en créer un deuxième qu'on va appeler DA underscore Green Apple. Save all. On va ouvrir le premier. On va même ouvrir les deux, vous savez quoi? Hop. Alors là, je suis navré, je vais pas me fouler, je vais aller copier ce que j'ai fait pour l'autre. Alors, en ID, j'ai écrit item banana, item underscore banana. En name, j'ai mis banane. Item description, j'ai mis un truc débile, mais ça fera l'affaire. Un fruit moyennement nourrissant mais tellement bon, puisqu'on pourra compléter plus tard avec d'autres informations. On va mettre notre banana. Stackable, oui. Et celui-là, je l'ai réglé à 16. On sauvegarde. Pour le green apple, c'est la même chose. Item underscore green underscore apple. Pomme verte. Item description, j'ai foutu une connerie aussi, mais ça ira bien. Là, on veut notre green apple. Stackable, oui aussi. Mais cette fois-ci, on va dire qu'on n'en met que 8. Voilà. Vous pouvez fermer ces trois-là, on n'en aura plus besoin pour l'instant. Voilà pour la configuration de base des données. Donc si vous êtes prêts, on passe à la suite. Bien. Maintenant, on va ajouter quelque chose que je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo. Donc on va faire Blueprint Class et on va prendre un actor component qu'on va appeler Inventory Component. Donc ça, si vous vous rappelez bien, à quoi ça sert? Ça permet d'ajouter des fonctionnalités à notre personnage ou à d'autres personnages sans pour autant tout coder en dur à l'intérieur de notre personnage. Ça évite d'en avoir partout parce que croyez-moi, quand vous allez voir la première fonction qu'on va faire, vous serez bien content qu'elle soit là-dedans et pas dans le first person caractère. Certes en plus. On l'ouvre. Dock-toi à ta place, s'il te plaît. Merci. Donc, là-dedans, on va avoir besoin de deux variables. Une première variable qu'on va appeler inventory. Pour l'instant, je ne règle pas le paramètre. On va le régler après. Et un max inventory slots qui va être lui de type integer. Je compile, je sauvegarde et par défaut, je vais le régler à 8. OK? Pour pouvoir paramétrer notre inventaire, on va avoir besoin d'une autre chose. C'est une structure. Donc, clic droit, là-haut, struct, structure. Et on va l'appeler st underscore inventory slot. C'est beau. Et on va l'ouvrir. À quoi ça sert? Comme son nom l'indique, ça va représenter la configuration d'un slot de notre inventaire. Et dans notre inventory component ici, le max inventory slot permet de définir la taille de votre inventaire. Donc combien de slots sont disponibles à l'intérieur. Là-dedans, on n'a pas grand-chose à faire. On va avoir besoin de deux variables. Une première qui va être l'item de type PDA underscore inventory item. Et une autre variable qui va être de type qui va s'appeler quantity
de type integer, enregistré. Donc l'item, c'est la référence à notre DA. Alors oui, je sais, là il y a marqué PDA, mais parce que c'est le type. Mais ce sera bien l'un de nos DA qui va être à l'intérieur. Et la quantité, c'est combien il y en a actuellement dans le slot. Vous pouvez fermer ça. Et du coup, ici dans Inventory, on va modifier le type par un st inventory slot. Et on règle bien en arrêt, parce qu'il y en a plusieurs. En soi, il y en a un par max inventory slot. Ça, on peut le dégager. Bien, bien, bien. La première chose qu'on va faire, c'est initialiser notre inventaire quand le composant est appelé. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans notre content, on va reprendre notre third person character qui est ici, et dans la hiérarchie ici, vous allez faire add et vous allez taper inventory, et vous voyez, il est là, inventory component. Vous pouvez le laisser comme ça, compiler, sauvegarder et fermer le third person character pour le moment. Mais au moins il est dedans. On va utiliser l'event begin play. Pourquoi? Parce qu'en gros, cette action ne va s'exécuter qu'une seule fois au moment où le composant est créé. Et comme il est attaché à notre personnage, quand notre personnage va être créé, automatiquement, ce composant va être créé lui aussi. La première chose qu'on va faire, c'est prendre notre inventory, faire un get, tirer depuis la sortie ici, et vous allez faire un clear. Ça permet, si jamais il y a des données résiduelles qui viendraient de je ne sais quoi, de nettoyer complètement notre inventaire et de le remettre entièrement à zéro. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un node qui s'appelle resize, qui permet tout simplement de donner une dimension à notre à notre tableau. Et en dimension, qu'est-ce qu'on veut lui donner? On veut lui donner ça. Notre max inventory slot. Donc là, à ce stade-là, on a un tableau vide dans lequel on a créé 8 lignes de st inventory slot. Okay. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est les remplir. Pour ça, vous allez tirer depuis ici et vous allez faire un for loop. Alors tapez-le bien en entier parce que c'est pas un for each loop, c'est bien un for loop. En gros, ça exécute une action qui va être là dans le loop body autant de fois que nécessaire entre le premier index et le dernier. Donc le premier index va être 0 parce que les index commencent toujours à 0 et on veut le faire 8 fois puisqu'on a 8 lignes. Sauf que le max inventory slot, si vous vous rappelez bien, il a 8 en valeur. Donc si là, je lui donne ça, en fait, il va le faire 9 fois. Parce que comme les index commencent à 0, il va faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, pour pas que ça parte en cacahuète, on va faire un... Vous tapez juste moins, subtract, ici, et vous mettez 1. Et ça, vous le relayez au last index. Du coup, ça veut dire qu'il va faire de 0 à 7, c'est bien 8 lignes. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans notre loop body? C'est simple. On va commencer par faire un make inventory slot. Alors, tapez pas le st parce que je ne sais pas pourquoi Unreal n'aime pas ça.
Et on veut effectivement les initialiser avec un item vide et une quantity à 0. Pour ça, vous pouvez tirer depuis ici. Vous allez faire un set array element. Prendre votre inventory ici, faire un get dessus, ou le récupérer là si vous voulez, mais c'est relou. L'index, on va lui passer ça. Et l'item, bah, ça va être celui-là. Qu'est-ce que ça va faire? En gros, le set array element, la différence fondamentale avec un add, qui est la node pour ajouter une ligne, c'est que le add, lui, il ajoute une nouvelle ligne à la fin du tableau existant. Le set array element, lui, en revanche, il écrase la donnée actuelle pour la remplacer par une autre. Sachant que là, quand on fait le resize, il faut savoir que nos lignes sont vides. Donc il n'y a vraiment aucune data dedans. C'est juste, on dit au tableau qu'il a 8 lignes. Et ici, avec le setArrayElement, on donne du contenu aux lignes. Donc chaque ligne devient un st inventory slot avec un item et une quantity. Vous compilez, vous sauvegardez, et c'est tout bon pour l'initialisation de notre inventaire. Et bien si vous êtes prêts, on attaque le gros morceau. Ok, bon, là, normalement, c'est le moment où je vous fais pleurer. On va créer une première fonction qu'on va appeler findAvailable slot distribution. Alors, c'est un nom sacrément barbare, vous allez me dire, et je vais vous dire oui, mais c'est exactement ce que fait la fonction. Je m'explique. Quand on va vouloir ajouter un élément, donc admettons qu'on trouve une pomme par terre, dans notre monde. Cette pomme, on va vouloir l'ajouter à l'inventaire lorsqu'on la ramasse. Mais la question, c'est où est-ce qu'on la met? À cette question, plusieurs réponses s'imposent. La première, c'est on a déjà une pomme dans l'inventaire. Comme les pommes sont stackables, bah, on veut simplement l'ajouter au slot qui possède déjà une pomme. Mais on veut savoir, est-ce qu'il y a suffisamment de place dans ce slot pour mettre la pomme? Sinon, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, sinon, il faut qu'on trouve un autre slot de disponible. Et tout ça, eh ben, c'est le travail de cette fonction. Alors je vous préviens, elle est lourde, c'est pas évident à comprendre, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si vous avez des questions, etc., ou à les poser dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre, je vais essayer d'être le plus clair possible. Maintenant, m'en voulez pas si je suis pas clair sur certains points. Alors, on va lui créer deux inputs. Le premier va être le item to add, qui va être de type PDA underscore inventory item. Donc ça nous permet de récupérer notre DA et donc toutes les données qui vont avec. Et également, on va ajouter la quantity to add, qui elle va être de type integer, puisque c'est un entier. On n'ajoute pas une demi-pomme. La première chose à faire du coup, à partir de notre item to add, c'est vérifier si notre item est stackable. Eh bien oui, parce que sinon, on ne traite pas du tout les choses de la même manière. On met un branch. Et on avance. On va créer une variable locale. Alors, pour ceux qui l'ignorent, les variables locales, qu'est-ce que c'est? C'est une variable, qui n'est valable
que à l'intérieur de cette fonction, donc entre le point d'entrée et le point de sortie. Vous ne pouvez pas l'utiliser à l'extérieur. Vous allez voir qu'il y a un cas où on va avoir besoin de faire ça dans cette fonction même, et pour ça, on a un homonyme qui va être dans l'output. Donc la première qu'on va créer, c'est remaining quantity, qui va être de type integer single. On compile, on sauvegarde. Alors, à quoi elle sert celle-là? C'est simple, là, on va la prendre et on va la setter à 0. Pourquoi? En fait, cette variable, elle est hyper importante pour toute la fonction. C'est elle qui va permettre de définir dès l'entrée quelle quantité de notre objet on veut ajouter. Donc pour ça, on va prendre le quantity_to_add qu'on va relier à cette variable pour la setter dès le début. Qu'est-ce que ça fait exactement tout ce charabia? Ça indique à notre fonction que la quantité de pommes qu'on va ajouter, par exemple, admettons qu'on trouve dans un coffre 5 pommes. Quand on appelle la fonction, on lui passe cette information, on lui dit voilà, il y a 5 pommes à ajouter. Et directement, on les balance à l'intérieur du remaining quantity. Parce qu'au tout début de la fonction, il y a toujours ces 5 pommes à affecter. À partir de là, donc on sait qu'on est stackable. On va prendre notre inventory ici. On va faire un get. Et on va faire dessus un for each loop, cette fois-ci, mais with break. Vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que on va prendre notre inventaire et que pour chaque ligne de notre inventaire, on va réaliser une action. Et alors là, vous allez me dire, oui, mais quelle action? Bah, c'est simple, vous allez prendre l'array element et vous allez faire un break st inventory slot. Ça simplement, ça permet de décomposer la ligne pour avoir les deux informations dont on a besoin. D'ailleurs, j'ai oublié de faire un truc avant ça. Je vais pousser ça. On va prendre notre remaining quantity qu'on a défini plus tôt et on va vérifier qu'il ne soit pas égal à 0. Alors, vous allez certainement vous demander pourquoi on fait ça. Bah, en fait, c'est relativement simple. C'est que si la remaining quantity est à 0, ça veut dire que on a déjà affecté tous les objets à un slot. Donc la fonction n'a pas de raison de continuer. Donc, on branche ça, on connecte ça dans notre branch. Dans le loop body, on vient ici. Et du coup, si c'est vrai, donc si c'est différent de 0, on exécute la suite. Pourquoi? Parce que ça veut dire que on n'a pas tout affecté. En revanche, si c'est false, ça veut dire que remaining quantity est égal à 0, donc que tout a été affecté. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On relie au break de la fonction. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette chose encore? Et je vais vous répondre. En gros, le for each loop with break, il a un deuxième point d'entrée qui est un break, donc cassé, qui permet en fait de casser le cycle de la fonction. Donc, je répète le principe d'un for each loop. Pour chacune des lignes de l'inventaire, il va les prendre une par une et réaliser l'action qu'il y a dans le loop body. Et en gros, nous, on lui dit simplement que si jamais ça se confirme, donc que le remaining quantity est égal à 0, donc que tout a été affecté, bah, arrête-toi.
Ça sert à rien de faire ce qu'il va y avoir là, puisque de toute façon, tout est déjà affecté. Donc en fait, on veut qu'il aille vers la sortie de la fonction. Donc on break ici, tout simplement. Je vous propose de sélectionner ça, de mettre un petit commentaire ici, histoire de s'y retrouver, parce que vous allez voir que ça va vite devenir un bazar sans nom ici. On va venir là, et ici on va mettre check if all the quantity is set. C'est traduction littérale, c'est exactement ce que je viens de vous dire, à savoir, est-ce que la quantité a été affectée à un slot ou pas. Maintenant, on peut prendre notre array element qu'on a break, et ici on va vouloir vérifier deux choses. La première, c'est que l'item, donc le DA qui est contenu dans la ligne, correspond bien à celui qu'on veut ajouter. C'est pas mal comme ça. Donc pour ça, vous allez faire ici un clic droit et vous allez taper item to add. Get item to add, qui est ici. Vous allez voir, il y a ce petit logo de fonction avec une flèche devant. C'est parce qu'en fait, quand vous êtes à l'intérieur d'une fonction comme ça, vous pouvez appeler les inputs depuis n'importe où. Et vous allez le connecter là-dedans. Et la deuxième chose qu'on veut vérifier, c'est que, à partir de lui, vous allez taper max et vous allez faire get max stack size, que vous allez mettre là. Et ce qu'on va vouloir vérifier, c'est que la quantity est inférieure à ce max stack size. Alors, pourquoi on vérifie tout ça? En fait, c'est plutôt simple, c'est la quantity ici, c'est combien il y a actuellement d'éléments dans le slot. On récupère ici la taille maximale d'un stack de notre objet, et si la quantité est inférieure à la max stack size, ça veut dire que concrètement il reste de la place dans le stack, donc on peut ajouter quelque chose dedans. Du coup, vous allez tirer depuis ici, et vous allez faire un end boolean, puisque du coup on vérifie deux conditions en même temps. On l'avait déjà utilisé précédemment dans une autre vidéo. Donc je vous réexplique pas, mais en gros ça permet simplement de faire deux conditions simultanées pour relier à un branch. Ce branch avec sa condition avant, on va faire un petit commentaire dessus aussi, et on va appeler ça check if one slot with the same item have available space. Traduit littéralement, vérifie si vérifie si un slot avec le même item name a de la place. C'est tout. Maintenant, on va avoir besoin de quelque chose pour remplir ce slot, parce que si c'est vrai, alors, on va déjà parler du si c'est faux. Si c'est faux, ça veut dire que le slot est plein. Donc, on va pas break parce qu'on a encore des choses à affecter, mais par contre, on va rien faire. Pourquoi? Parce que le fait de rien faire, ça va indiquer au for each loop qu'il peut passer à la boucle suivante. Tout simplement. Donc il va passer à la ligne suivante. Par contre, pour le true, on va avoir besoin de savoir quelque chose. C'est lui, il a vérifié si la quantité de la ligne, la quantité actuelle du slot, était inférieure à la max stack size.
c'est bien gentil, mais nous, on a besoin de savoir combien il y a de pommes actuellement stockées dans l'inventaire. Donc pour ça, vous allez prendre le max stack size, faire taper moins pour obtenir le subtract, ici, et vous allez lui passer la quantity. En gros, on prend la taille du stack maximal, on lui déduit la quantité qui est actuellement dedans, et on obtient la taille disponible dans le slot. Pour ça d'ailleurs, on va créer une autre variable locale qu'on va appeler available space in slot. On va la prendre, set, donc alt maintenu, hop, dans le true, et on lui donne ça. Voilà. Maintenant, à partir de ça, on va pouvoir travailler pour ajouter la quantité qu'il nous faut. Pour ça, on va partir de notre remaining quantity, puisque c'est là-dedans qu'on sait combien il reste à affecter. Et on va vérifier que ça, c'est inférieur ou égal à la place disponible. Voilà. Encore une fois, à quoi ça sert? Ça sert à nous. Ça nous sert à nous à savoir si la quantité qu'on va affecter passe à l'intérieur de notre slot. Donc admettons qu'il reste 6 places à l'intérieur, que nous on veut ajouter 5. 5 c'est bien inférieur à 6. Donc on peut tout ajouter dans le même slot. Pour ça, on va avoir besoin d'une autre variable locale. C'est la fameuse dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on va appeler distribution map. Et comme son nom l'indique, ici, ça va être une map de integer vers integer. Pourquoi? Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez faire un get, ici, et ici vous allez faire un add. Quand vous faites un add sur un map, comme vous pouvez le voir, il y a deux valeurs à donner. Une clé et une valeur. Alors peu importe dans quel sens vous faites ça, normalement. Maintenant, si on veut faire les choses bien, en key, on donne nous en l'occurrence ici, on va vouloir obtenir l'index du slot de l'inventaire dans lequel on veut faire l'ajout et la valeur qu'on veut ajouter. Donc pour faire ça correctement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le remaining quantity directement et on va l'ajouter en valeur. Ça passe là? On va remonter ça. Voilà. Pour l'index, ça va être relou. Il faut le récupérer sur le for each loop. Donc on va tirer directement, hop, 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 et on passe ça dans l'index. Alors, sinon ça va être très moche. Donc on va le descendre tout en bas. Sinon on va plus savoir comment on s'appelle. Et on va l'amener là. Voilà. Sachant qu'on peut se repiquer ici hein, s'il y a besoin. Ça, c'est pour notre valeur de base. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé ici encore? Ouais, puis ça va, puis il monte ce truc. Bref. L'autre chose qu'on va vouloir faire après ça, c'est vider le remaining quantity. Donc on fait un set et on le laisse à 0 ici. Pourquoi? Parce que du coup on va prendre la sortie, on va revenir dans le... On va revenir là, dans le break, parce que de nouveau,
Si on passe le remaining quantity à 0, ça veut dire que tout ce qu'on avait besoin de poser, merde, a été intégré dans... Il est con ce truc. Ah oui, c'est parce qu'il aime pas il aime pas la double exécution. Bon, après, en théorie, ça on peut l'enlever parce qu'on n'est pas censé... Attendez, je supprime ça. On n'est pas censé se retrouver dans la boucle si jamais il y a... Mais il me fatigue là. Voilà, merci. On n'est pas censé se retrouver dans la boucle si le remaining quantity est à 0, en théorie. À quoi que si, hein. Ça marche pas si je fais ça? Ah si. Bah alors. Désolé, les petits bugs, on adore. Voilà. Maintenant, le deuxième cas de figure, ici au niveau du branch. Donc si la remaining quantity, du coup, elle est supérieure à la place disponible. Parce que ça peut arriver. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va ajouter dans le slot en question ce qu'il peut accepter, et le reste, on va continuer avec pour regarder où est-ce qu'il y a de la place où le mettre. Pour ça, on va reprendre notre distribution map ici. On va faire un copier-coller. On va la mettre là. On va emmener le false à l'intérieur. Et on va lui passer le available space in slot directement. Puisque du coup, on sait qu'il va y avoir du reste. Donc là, on peut lui passer toute la place restante. Au moins, on est sûr de blinder l'espace disponible. En index, on lui passe toujours l'index du slot hein, qui vient de là-bas. Et très important, on doit modifier notre remaining quantity qu'on peut copier-coller de là-haut. Mais alors la question c'est avec quoi? Qu'est-ce qu'on lui donne comme info? Bah, c'est simple. Il faut qu'on prenne le remaining, le available space in slot, puisque c'est ce qu'on vient d'affecter à ce qu'on a ajouté. Et on va prendre ici, faire un moins, subtract, puisqu'on veut retirer de la remaining quantity actuelle ce qu'on vient d'affecter ici. Je vous avais dit que ça devenait brouillon là-dedans. Hein. Et ça, est-ce que ça fait moins brouillon si je le sors en bas? Un peu. Ça, on l'affecte là-dedans. Donc, si on veut être plus parlant, admettons que on veuille ajouter 10 pommes. Il n'y a que 5 de disponibles dans le slot actuel. Du coup, on affecte 5 à ce slot. Donc du coup, on le remplit. Et si et donc ce qui reste, on prend les 10 de la remaining quantity, donc les 10 qu'on voulait affecter à la base, on retire les 5 qu'on vient d'affecter, et le résultat, on le stocke dans la remaining quantity, donc dans une nouvelle version, qui cette fois-ci vaut 5. Et on met rien derrière parce que du coup, on laisse la boucle se faire pour qu'elle passe au slot suivant,
en espérant trouver de la place. Voilà pour ce bout de fonction là. On va commenter tout ça. Alors je vais pas prendre le truc qui est là-haut. Et ici on va mettre add quantity in the current slot. Donc on ajoute au slot actuel une certaine quantité. La raison pour laquelle on ne casse pas en cas d'échec ici, donc s'il y a toujours du remaining, c'est parce que du coup, une fois que la première boucle est terminée, on va en faire une deuxième, mais un peu différente. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous réfléchissez bien, cette première boucle, elle vérifie uniquement les slots qui ont déjà un item identique à l'intérieur. Donc si par exemple on a nos 8 slots d'inventaire et qu'on a un seul slot qui est rempli avec des pommes, cette première boucle va traiter uniquement ce slot-là, le slot qui contient des pommes, et tous les autres vont être ignorés. Pourquoi? Parce qu'ils ne contiennent pas de pommes. Mais ça ne veut donc pas dire qu'on n'a pas de place. Ça veut dire que ce slot-là n'en a pas. Du coup, on va créer une deuxième boucle en dessous, à partir du complete ici. Et on va commencer par une petite condition qu'on va faire d'abord. On va mettre un branch ici, relier le complete à l'intérieur, le completed à l'intérieur. Et on va reprendre notre remaining quantity et on va refaire un not equal to 0. Donc c'est la même condition que là-haut. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore quelque chose à affecter ou pas? Si c'est faux, alors vous allez revenir ici sur le find available slot distribution et on va créer un output, deux outputs même. Le premier qu'on va appeler can add quantity to inventory, qui va être de type booléen, et un deuxième output qui va avoir la distribution map, donc la même que notre variable, variable locale qui est que j'ai même pas modifié. Quoi? Attendez, qu'est-ce que c'est que cette merde là? Integ. Ça bug complet ce truc là. Alors attendez, on déconnecte. Je sais pas ce qui vient de se passer là. Integer ici. Oui, oui, oui. Attendez. J'enlève les distribution maps qui sont là. Je ferme ça. Je ferme ça. Distribution map. Integer. Compile. Save. Integer. Bon, je reviens. Ok. Bon, j'ai simplement renommé L distribution map avec un L underscore devant pour local. En fait, il me fait un conflit avec, avec l'output. Bon, cherchez pas à comprendre. Des fois, Unreal fait un peu comme il a envie. Du coup, on prend le false ici, on le relie là, on coche et on lui passe le local
pour compléter sa distribution map à lui. Pourquoi? Parce que si remaining quantity vaut 0, ça veut dire que tout a été affecté. Du coup, on confirme que c'est possible et on lui donne l'affectation à réaliser. Ce n'est pas cette fonction qui va le faire. Elle ne donne que l'information avec toutes les valeurs à appliquer. Mais ce n'est pas elle qui applique. Du coup, à partir de là, on va reprendre notre inventory. On va refaire un for each loop, toujours with break. On va se relier dans le true cette fois-ci. Et là, on va fonctionner quasiment de la même manière, en break. Alors attendez, je vais descendre un peu ça parce que il y a l'autre bout de la fonction au-dessus. Voilà. Déjà là, on va faire un petit commentaire. On va marquer check. Qu'est-ce que j'ai mis pour l'autre? Check function if no. Non, c'est pas check, c'est end. End function if no remaining quantity. Voilà. En gros, s'il n'y a plus rien, on arrête la fonction. Et ici, on repart de notre break. Et donc ici, ce qu'on va chercher, c'est tous les slots qui potentiellement sont vides. Donc on va faire ici isValid. Et on va faire un not boolean. Pourquoi? Parce que si on est sur une ligne vide, on n'a pas de DA qui est affecté au slot. Par défaut, on l'a vu tout à l'heure, il est à none. Sauf que le isValid, s'il me répond oui, c'est bon, c'est valide, ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le slot. Donc c'est surtout pas ce qu'on veut. Nous, on veut uniquement cette fois-ci ceux qui ne sont pas valides. Donc on inverse la condition, on met un branch, on le connecte. Et du coup, contrairement à l'autre qui ignorait les slots vides, cette boucle-là fait l'inverse, c'est-à-dire qu'elle ignore les slots pleins et elle ne prend que les slots vides. Du coup, on va avoir besoin d'un autre branch derrière qui va avoir pour condition item to add. Si je l'écris bien, c'est bien aussi. On veut de nouveau la max size, get max stack size, parce qu'on veut savoir combien on va pouvoir affecter dans cette histoire. On va récupérer notre remaining quantity à nouveau. Et on va vouloir vérifier que la remaining quantity, elle est inférieure ou égale à notre max stack size. Qu'est-ce que ça veut dire? On veut vérifier, admettons que la stack size ce soit 6 et que dans la remaining quantity, on en ait 5. Dans ces cas-là, tout va bien, il y a suffisamment de place dans le slot. Maintenant, si il y en a 10 en remaining quantity, bah, on a un problème parce que du coup, avec un max stack size à 6 par exemple, bah, on en a 4 de trop. Donc du coup, on va devoir gérer les choses un petit peu différemment. D'où la présence de ce branch. On va le mettre dans le true. Oui, là pareil, hein, si c'est false, on fait rien. On fait boucler. Et là, on va avoir le même schéma que là-haut. Si c'est le cas, donc si tout rentre, hein, je vous la fais simple, hein, en gros, si tout rentre dans le slot, bah, on ajoute simplement la remaining quantity à l'intérieur du slot. On récupère l'index ici. Et je vais passer par au-dessus cette fois-ci.
hein, tout simplement. Et si jamais c'est faux, on va avoir ça aussi, mais, on amène le false, on le met ici, on va affecter la max stack size en valeur, puisqu'on sait qu'on a du reste, et l'index, toujours en valeur. Sauf que, comme je l'ai dit juste avant, ben, on a du reste encore. Donc on va récupérer la max stack size, pardon, le remaining quantity actuel, auquel on va déduire, donc subtract la max stack size, puisque c'est ce qu'on a affecté. Et on va set une nouvelle remaining quantity. Et celle-là, bien évidemment, on l'emmène pour break. Parce que si c'est le cas, comme tout à l'heure, ça signifie que on a tout affecté. Je vous ai dit, c'est pas évident, j'espère que je suis assez clair. Dans le cas contraire, bah, my bad. Posez-vous vos questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Et maintenant, on doit traiter le cas final, juste avec un autre branch, où c'est à nouveau ça, tout simplement. Vous allez me dire pourquoi? Bah parce que là, on a deux cas de figure au final. C'est une fois qu'on a réalisé les deux boucles, si cette condition n'est pas vraie, donc si on n'est pas, si on a toujours quelque chose dedans, bah ça veut dire que concrètement, il n'y a pas la place dans l'inventaire. Donc pour le moment, on va pas gérer ce cas-là, on va juste faire un print string. Et on va marquer pas assez de place dans l'inventaire. Et on a besoin, où est-ce qu'il est? Voilà, d'un return node. En réalité, on a besoin de deux. Un premier qui va là-dedans où on ne coche pas, et donc où c'est même pas la peine de passer le distribution map. Et un autre où on va, cette fois-ci, directement passer dedans, dire que c'est oui, et passer l'affectation à réaliser. Je vais remonter ça, descendre un petit peu ça. On va commenter tout le bloc qui est ici. On va mettre le for each loop dedans. Alors celui-là, c'est add remaining quantity to an empty slot. Donc, ajouter la quantité restante dans un slot vide. Et celui-ci, on va commenter aussi, c'est result of searching for available slot. Donc, c'est le résultat de la fonction de recherche d'un slot disponible. On compile, on sauvegarde. Et la fonction est terminée. Ouh, c'est bon, on est arrivé au bout. Allez, faites une pause, allez boire un coup, il fait chaud, on est en plein été. Respirez, et quand vous êtes prêts, on passe à la suite. Ok. Bon. On va passer à une autre fonction
qui elle est beaucoup plus simple, qui est add item to inventory. Ah, j'ai peut-être juste oublié un truc ici. Ouais, là, ici, dans le tout premier branch qu'on avait fait, si c'est pas stackable, on passe directement à ici, puisque hop, on set et on passe ici, puisque du coup, il nous faut obligatoirement un slot de vide. Bien, add item to inventory. Alors, elle est facile. Les inputs, elle en a deux. Attendez, je vais enlever ça, single. Elle a un item to add, elle aussi, de type PDA underscore inventory item. Et un deuxième input, qui est la quantity to add. Oui, ce sont les mêmes inputs, de type integer. Compile, save. Alors, ici c'est relativement simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler la fonction qu'on vient de faire. Find available slot distribution. Et on lui donne l'item to add et la quantity to add. Et c'est elle qui va s'occuper de faire tout le bazar. Nous, on n'en a rien à taper. Ici, on va mettre un branch qu'on va relier à notre can add quantity to inventory. C'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, la fonction qu'on a créée juste avant, elle fait tout le travail à notre place et elle nous répond pour nous dire est-ce qu'on peut ajouter à l'inventaire ou pas. Mais ici, c'est purement, on va dire, on gérera simplement le message de c'est pas possible. Mais c'est tout ce que ça fait. Par contre, si elle nous dit que c'est vrai, bah, on va prendre notre distribution map, faire un for each loop dessus. Donc on veut récupérer tous les slots sur lesquels des valeurs ont été affectées. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va prendre le map key. Pardon. On va prendre notre inventory, faire un get a copy. À l'index fourni par le tableau. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Ça va simplement chercher dans l'inventaire la ligne concernée par ce qu'il y a dans le map key. On va break pour pouvoir lire les données. Prendre la quantité existante pour le moment. Faire un add. On est dispensé de vérification ici puisque notre autre fonction s'occupe déjà de tout ça. Et lui donner la valeur qu'on a prévue dans la map value. Qu'est-ce qu'on fait avec cette donnée? C'est simple. On va faire un clic droit, make inventory slot. Et on lui passe la nouvelle quantité. Mais ce n'est pas tout. On va lui donner le item to add, le get item to add de l'input. Alors, en soi, oula, on aurait pu lui passer celui-là, mais je préfère lui donner ça au cas où. Et ce truc-là, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, en fait, on va faire un set array element. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce truc-là, ça écrase la valeur actuelle
de la donnée dans le tableau. Pour l'index, c'est celui-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un peu ça. Donc l'index, c'est celui fourni par la fonction précédente. On le donne ici. Et bien évidemment, le tableau dans lequel on veut l'ajouter, c'est notre inventaire. Hop, on compile et on sauvegarde. Et voilà, la fonction est faite. Je vous avais dit, celle-là, elle est très simple du coup. Ok, et bien si vous êtes prêts, on passe à l'interface. Je sais que vous l'attendiez. Ok, alors, on va aller dans notre dossier UI et on va faire trois choses. La première, c'est qu'on va importer notre image qui va servir à faire le fond pour les slots. On va l'ouvrir tout de suite, on passe en UI, non en UI, User Interface 2D, ça en est bon, et on ferme. Comme ça c'est déjà paramétré. Et on va créer deux widgets. Donc User Interface, Widget Blueprint, User Widget. Le premier on va l'appeler WBP Inventory. Et le second, WBP Inventory Slot. Save all. Et vous pouvez ouvrir les deux. On va commencer par le slot. Ce que je vous propose, c'est de commencer par une sizebox. Parce que du coup, un slot va avoir une taille déterminée. Moi, alors si vous utilisez la même icône que moi, j'ai fait une icône en 70 par 70. Je trouvais que ça correspondait bien, étant donné que après il y a l'autre icône à l'intérieur. Donc, Fit Screen, vous passez en Desired, et là ça vous donne vraiment l'aperçu de ce que vous aurez à l'écran. À l'intérieur de cette sizebox, on va mettre une border. Et cette border, dans le brush ici, on va lui mettre justement l'image du slot, tout simplement. À l'intérieur de cette border, j'ai ajouté un overlay, parce qu'il y a deux choses qui vont se superposer. Je vous rappelle, l'overlay sert à ça. La première chose, c'est une sizebox qui va contenir en fait l'icône de notre item. Donc là, j'ai fait plus petit. J'ai fait du... Alors non. J'ai fait du 50 par 50. Alors les icônes sont en 64 par 64, mais c'est pas grave, ça va resize. Au niveau de la size box, on se met en comme ça, centré bien comme il faut. Alors par contre l'overlay, il me semble que ouais, j'ai mis un padding uniforme de 5 pour qu'on soit bien à l'intérieur du cadre. Dedans on a la size box et à l'intérieur de la size box, on va mettre une image toute simple qui occupe toute la place. On va lui donner un nom puisqu'elle est variable. On va l'appeler item icon. Et vous faites bien attention que ce soit coché isVariable ici. Compiler, sauvegarder. Et la deuxième chose qu'on va ajouter, c'est un texte dans l'overlay. Voilà. Alors le texte, vous allez passer en regular si vous utilisez le roboto. Moi j'ai mis 6 en taille. Aligné en bas à droite.
Et vous voyez, si je mets 12 par exemple, ça viendra se mettre comme ça. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que l'image, en attendant, pour bien voir ce que je faisais, je l'ai mise en sombre comme ça. Comme ça, je vois bien mon chiffre par-dessus. Le text block, vous allez le renommer item quantity is variable. Compiler, sauvegarder. OK? Ça, c'est pour le design. Au niveau du fonctionnement, vous pouvez supprimer l'event tick et l'event preconstruct. On n'a besoin que de l'event construct. On va ajouter deux nouvelles variables. La première, on va l'appeler item icon. Et la deuxième, on va l'appeler item quantity. Donc, integer pour la quantité, texture 2D pour la deuxième, comme défini dans notre DA. Et pour les deux, instance editable expose on spawn, très important. Vous compilez, vous sauvegardez. On va commencer par notre image. Donc vous allez prendre le image item icon. Et là, vous allez faire un set brush from texture. Hop. Et dedans, vous allez lui donner le item icon. Vous cochez pas match size. Vous allez prendre l'item quantity. Vous allez prendre le text block item quantity. Et vous allez faire un set text, celui qui est en bas. Prenez votre item quantity, vous le draguez dedans, et ça va automatiquement convertir l'integer en texte. Pratique. Et c'est tout ce qu'on a à faire pour le slot. Maintenant, on passe à l'inventaire. Alors, pour l'inventaire, on va commencer par un canvas panel qu'on va agrandir comme d'habitude. Alt maintenu, flèche du bas, enfin flèche de l'angle. Sur le carré maximal pour les résolutions 4K. On va ajouter un background. Il n'aime pas. On va ajouter un blur. Background blur. En encore, full screen. 0 ici, 0 ici. The order, vous tapez -1 pour qu'il soit vraiment à l'arrière de tout. Et dans le brush strength, moi j'ai mis 5. Après, vous ajustez comme vous voulez, selon ce que vous désirez comme rendu. Ou vous pouvez aussi ne pas en mettre du tout. Dans le canvas panel, on va rajouter un overlay à nouveau. Un overlay qu'on va mettre au milieu. 0, 0. Alors, en size X, moi j'ai mis 300. Et en Y, j'ai mis 400. Sauf que j'ai fait un size to content juste après. Alignement 0.5 et 0.5. Alors, si j'enlève ça, vous voyez, il se met bien au milieu. Je vais laisser le size to content parce que ça va être important pour nous, pour pas que ça fasse un truc trop moche. On va ajouter une image. On va décocher en isVariable parce que celle-là, on n'a pas l'intention de la changer. Et on va l'appeler background inventory. Et j'ai juste modifié la color and opacity avec cette valeur-là. 4F, 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 80. OK.
Ensuite, dans l'overlay, on va ajouter une vertical box. Qui prend toute la place. Je lui ai mis un padding de 10 de partout, en haut, en bas, à gauche, à droite. Bien centré surtout. Et on va déjà lui ajouter un texte. C'est ce que vous avez vu sur la démonstration au début. Inventory. Bah non, on est en français, donc on va écrire inventaire. Alors par contre, je crois que j'ai réduit la police. Ouais. Je suis resté en gras, mais j'ai mis du 20 ici seulement. Et en dessous, vous allez ajouter une size box. Et cette size box, vous allez lui donner comme valeur 280, 140. Alors ça correspond à mes icônes. Donc si vous n'utilisez pas les mêmes, il faudra faire quelques petits calculs. L'inventaire, j'ai oublié d'aligner au centre. Et ça, comme ça. Dans la size box, on va ajouter un truc qui est vraiment pas mal. Vous allez taper Uniform Grid Panel. En gros, pour ceux qui font du web, c'est l'équivalent du grid. Donc ça fait simplement une grille uniforme, comme son nom l'indique. Donc elle a des lignes et elle a autant de colonnes qu'elle n'a de lignes. C'est tout. Elle fait ça toute seule comme une grande, c'est très fort. Vous compilez, vous sauvegardez. Et vous la mettez bien en occupe toute la place. Vous la mettez en variable, j'ai oublié, et on va appeler ça Inventory Panel. On compile, on sauvegarde à nouveau, et on va dans le graphe. Alors là, je regarde parce que je sais que moi j'ai un truc qui ne sert à rien. Non, c'est bon, je l'ai enlevé. Alors, l'event construct, on va le garder sous le coude si jamais on en a besoin. Mais pour l'instant, on s'en sert pas. On va créer un custom event cette fois-ci, qu'on va appeler refresh inventory. Ok. Ce truc-là, on va d'abord créer les variables. En fait, il n'y en a qu'une. C'est inventory component ref de type inventory component. Celui-là, object référence. Instance editable, expose on spawn. En gros, ça, c'est une référence directe à notre composant d'inventaire qui est stocké dans notre personnage. L'intérêt de faire ça, en le mettant en instance editable expose on spawn, c'est que quand on va appeler notre inventaire depuis notre personnage, on lui donne directement la référence et du coup, l'inventaire sera systématiquement mis à jour puisqu'on rappelle la référence à chaque fois. Du coup, on va prendre cet inventory component ref avec un get. Là-dedans, on va faire un get inventory, donc notre variable d'inventaire. Et dessus, on va faire un for each loop. Donc, je rappelle, quoi qu'il arrive, même si elle est vide, cette variable, elle est chargée avec des lignes. Donc, elle en a toujours 8. Donc, en gros, quoi qu'il arrive, cette boucle va s'exécuter 8 fois. On va faire un break st inventory slot ici, pour récupérer les données. Et depuis l'item, on va faire un isValid. Mais vous n'allez pas prendre celui-là, mais celui-là. Ils font la même chose, c'est juste que lui, il a le branch préintégré.
On va commencer par le cas où c'est pas valide. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, en gros, ça signifie qu'on est tombé sur un slot vide. Ni plus ni moins. Parce qu'en gros, item, si on se souvient bien de ce qu'on a fait dans l'inventaire, au moment où on crée l'inventaire, il est vide, il n'a pas de DA affecté. Donc en gros, le isValid va dire, bah non, DA égale none, pour moi, non, il n'est pas valide ton truc. Donc ça veut dire que c'est un slot vide, il n'y a rien dedans. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va faire un create widget pour créer un slot, donc wp inventory slot, avec nos variables exposées, où on va rien mettre. Alors vous êtes obligé de mettre 0. Il y a des on peut améliorer, mais pour l'instant on va laisser 0. Et on va faire un, à partir du pin bleu, add child. Ah oui non, ça marchera pas. Faut prendre le uniform grid panel inventory, puisque c'est à lui qu'on veut ajouter les choses. Et à partir de lui, vous allez faire add child. Et alors, vous prenez pas le premier, vous prenez celui-là. Add child to uniform grid. Parce que vous allez voir que sinon, bah, je vous montre l'autre. Vous voyez, on n'a pas les paramètres dans celui-là. Donc c'est pas ce qu'on veut. On monte ça ici. Et en target, en content, on lui passe bah, le widget qu'on vient de créer. Ces deux-là, pour l'instant, on les laisse de côté. Je vous explique après. Vous pouvez copier-coller ça, parce qu'on va en avoir besoin au-dessus aussi. Si c'est valide, on crée. Mais, on va décaler un petit peu. À partir de notre item, ici, de notre break, on va faire un get item icon. Vous vous souvenez? Ce qu'on avait paramétré dans le DA. Qu'on va mettre là. Et la quantity, bah, c'est la quantity. Puisque c'est la quantité actuelle qu'on veut. C'est presque terminé, mais on va avoir besoin de récupérer l'index du slot et de le diviser par, alors, dans mon cas à moi, 4. Pourquoi? Parce que je veux que mon inventaire soit sur 2 lignes. On a 8 slots, 2 lignes, ça fait 4. 4 slots par ligne. Donc on divise par 4. Cette division, ça va nous définir la ligne dans laquelle se trouve, enfin, dans quelle ligne il va devoir se mettre. Je vais reculer ça parce qu'on on a besoin du même calcul ici. On va descendre un peu ça. En ce qui concerne la colonne, c'est quasiment la même opération, sauf que ça s'appelle modulo. Alors, modulo, c'est le reste de la division euclidienne. Et il s'avère que dans notre cas, le modulo va nous retourner un nombre compris entre 1 et 4, qui va lui donner donc la position dans la colonne où il va devoir se mettre. Pareil, in colonne, et on en amène un dans le in colonne ici. On compile, on sauvegarde. Bien, au niveau de l'interface, tout est fait. Soufflez un coup.
Et si vous êtes prêts, on passe à la suite. L'appel à l'inventaire depuis le joueur. Ok. Alors, je vous préviens, le système pour l'instant il va être un peu bancal parce que c'est pas sur ça que je me concentre pour le moment. On le peaufinera à la toute fin. Mais du coup, vous venez dans votre BP Third Person Character. Donc, quand vous avez ajouté le Inventory Component, vous faites un clic droit. IA underscore Inventory. Bon, ça, vous avez l'habitude, on l'a déjà fait plein de fois. La seule chose qui nous intéresse ici, c'est le trigger de toute façon. Donc, appuyez. On va faire un branch. Et on va juste ajouter une nouvelle variable. Donc ça aura vocation à disparaître, hein, bien sûr. Pour l'instant, on va faire un isInventory open. Et bien un booléen. Get. Hop. OK. Si l'inventaire est ouvert, ben on set notre inventory open à false, parce que du coup on veut le fermer. Mais on va déjà faire le true. On a besoin de la même chose. Cette fois-ci, on met true. On va create un widget qui est WBP Inventory. Et voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, le Inventory Component Ref, il est là. On le récupère de là-haut, on le drag and drop et on le relie là-dedans. Ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez faire promote to variable. Et on va l'appeler Inventory Widget Ref. C'est pour pouvoir le réutiliser quand on a besoin de l'appeler, de l'effacer, etc. Et depuis le pin bleu ici, vous allez faire refresh inventory. On va se mettre là. Add to viewport. Alors on peut le faire depuis ici. Add to viewport. Ceci. Là. Et la dernière chose, c'est on va faire un set input mode game UI. Alors ce truc là, c'est le machin qui quack, je me rappelle plus trop de comment on fait exactement les choses bien. Là-dedans, vous reliez dans le widget to focus, par contre, vous reliez bien notre widget. Et pour le player controller, vous faites simplement tirer à l'envers, get player controller. Voilà, ça suffira largement. De toute façon, pour l'instant, l'inventaire, on va pas en faire grand chose. Vous compilez, vous sauvegardez. Et là-haut, bah, il n'y a pas grand chose à faire. C'est juste un inventory widget ref get. Vous faites remove from parent. Voilà. Et vous reprenez votre player controller et vous faites set input mode game only. Compiler, sauvegarder. Et bien si vous êtes prêts, on va tester ça. Allez, moment de vérité. Et on appuie sur I. Yes! Voilà notre inventaire. Et si je rappuie sur I, il se ferme. Alors juste pour l'instant, bah, vous voyez, on peut encore bouger derrière. On n'a pas encore paramétré ça. Et si j'appuie sur ma manette, sur mon bouton, j'ai bien mon inventaire qui s'ouvre et qui se ferme.
Voilà. Et ben après cette dure session riche en émotions et en blueprint, je vous propose qu'on s'arrête là pour cette fois-ci. La prochaine fois, du coup, je vous donnerai la suite. Donc les fonctions pour vérifier si un objet est dans l'inventaire et la fonction pour supprimer un objet, un ou plusieurs objets d'ailleurs, de l'inventaire. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à commenter, vous abonner à la chaîne. Je le répète encore, mais si vous avez besoin d'échanger, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Le lien est dans la description et dans la rubrique post de la chaîne. On vous accueillera avec grand plaisir. Allez, à la prochaine. Bye bye.